had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Salut à toutes, salut à tous. La dernière étape aujourd'hui du Tour Down Under, la 5e et dernière étape. Et c'est peut-être celle qui a le scénario le plus incertain. Parce que y a plusieurs scénarios possibles tout simplement. On va faire un tour, 8 fois le même tour de 20 km. Et ce tour, il y a quasiment que des montées et des descentes. Alors, c'est évidemment pas des très gros pourcentages. On a la côte de Stirling, 2 km à 3,7%, que l'on va donc franchir à 8 reprises. Et c'est au sommet de celle-ci que sera jugée l'arrivée. 3,7%, c'est pas énorme, mais après une journée entière à monter et descendre, tout le monde ne sera pas là. Le peloton ne sera pas complet à l'arrivée, mais est-ce qu'il restera encore des sprinteurs dans ce groupe? Est-ce que des punchers vont s'échapper? Est-ce qu'une échappée sur un parcours comme ça peut aller au bout? Est-ce que les coureurs du classement général vont s'étriper pour tenter d'aller renverser Jevine, même si ça paraît quasiment impossible puisqu'il a plus d'une minute d'avance sur son premier poursuivant, Mauro Schmidt. Par contre, pour le podium, là, il y a beaucoup de monde qui pourrait espérer prendre les places 2 et 3 derrière Jevine, qui sont donc pour l'instant occupés par Mauro Schmidt et par Harry Sweeney. Mais ça va dépendre des coureurs aujourd'hui, tout simplement. Ça va dépendre des intentions des uns et des autres. Si les équipes de sprinteurs décident de contrôler les échappées tout en ne roulant pas trop fort pour ne pas lâcher les sprinteurs quand ça montera, ça peut peut-être aller au sprint pour les plus solides, les plus résistants d'entre eux. Mais a priori quand même si ça fait que 4% l'ascension, à force de la grimper, à force d'enchaîner constamment des petites montées, des petites descentes, parce qu'il n'y a pas que cette ascension, il n'y a vraiment qu'une succession de petites bosses. Ça devrait en fatiguer plus un. On verra combien il y aura de monde dans le peloton. Au final, à l'arrivée, si même il y a un peloton, un petit groupe, un coureur solitaire, c'est aussi possible. Plein de scénarios possibles pour cette dernière étape qui s'annonce très excitante. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, le kilomètre 0, on est parti pour un peu plus de 170 km de course. Oh, immédiatement des attaques. Je pense qu'il y a du monde. Il y a du monde qui va vouloir prendre l'échappée aujourd'hui parce qu'il y a moyen de l'amener au bout, clairement, parce qu'on ne sait pas trop qui va gérer en fait derrière. Est-ce que les équipes de sprinteurs vont gérer alors que c'est pas sûr du tout qu'il y a un sprint massif à l'arrivée? Est-ce que la Team Emirates va tenter de gérer alors qu'ils ont perdu Narvaez et Langen et que la victoire d'étape, c'est pas leur objectif? S'il n'y a personne de dangereux au classement général dans l'échappée, c'est pas eux non plus qui vont les poursuivre. Donc il y a du monde. Il y a du monde qui va vouloir aller à l'avant. Et c'est pour ça qu'il y a déjà des attaques. On a vu Pascal Encorn là, qui était le premier attaquant du jour pour la Soudal Quick-Step, suivi par Baptiste Weithofer de la Lotto. Il y a 1, 2, 3, 4 autres coureurs qui les suivent. Petit groupe de 6, mais voilà, il y en a un autre coureur derrière, 2, 3 autres coureurs. Voilà, ça va se battre. Là, il va y avoir une belle bataille pour l'échappée. Ça pourrait prendre un petit moment pour que l'échappée du jour se forme. Pas parce que des équipes tentent de les rattraper, mais parce que beaucoup de coureurs veulent aller dans cette échappée. Forcément, quand plein de coureurs attaquent, ça attire un petit peu tout le reste du peloton derrière. Et du coup, c'est dur de partir. Mais c'est parti vraiment sur les chapeaux de roue. À noter aujourd'hui qu'il fait moins chaud. La température a d'un coup baissé à peu près 25-26 degrés. Donc beaucoup plus agréable pour les coureurs pour rouler. Et comme prévu, ça bataille sec. On a un coureur devant, Robert Stannard. Il a réussi un petit peu à prendre de l'avance. Mais quoi, il a 15 secondes d'avance sur le peloton. C'est évidemment pas grand-chose. En plus, il est tout seul. Derrière lui, il y a un duo avec Baptiste Weishofer, très motivé, le français de la Lotto, en compagnie de Fabio Van den Bosch, qui sont 5 secondes derrière lui. On a Kellan O'Brien pour la Jack Coulthard qui vient de sortir du peloton. 10 secondes derrière Robert Stannard et le peloton à 15 secondes. On est parti depuis une dizaine de kilomètres. Et c'est très intense à l'instant où grâce à un effort là, de Weishofer,
Fabio Van Den Bosch et Weistrofer vont revenir sur Robert Stannard. Voilà, un trio à l'avant, 15 secondes d'avance sur le peloton. Mais ça serait étonnant qu'on ait seulement une échappée de 3 aujourd'hui, même si là j'ai l'impression que le peloton fait une espèce de barrage, empêche quiconque d'autre de partir. Est-ce que ça va être ça, l'échappée du jour? Ou est-ce que d'autres coureurs vont tenter de sortir là pour aller à l'avant? Et l'écart qui fond là comme neige au soleil pour les 3 hommes de tête. Ils ont compté jusqu'à 50 secondes d'avance, mais là d'un seul coup, d'autres coureurs ont tenté de sortir du peloton et ça a ramené tout le monde. Et là, il n'y a même plus que 8 secondes. Il y a même 2 coureurs là qui à l'instant viennent de rejoindre les 3 hommes de tête. Un coureur de la Jayco Alula, un coureur de l'équipe nationale australienne, mais le peloton est juste derrière. On n'a toujours pas bouclé le premier tour. On va commencer l'ascension, là, les 2 km à 4% de moyenne, avec un petit passage pointé quand même à 11%. Mais alors, je pense que c'est sur 20 mètres maximum. Mais malgré tout, ça va faire mal. C'est juste avant l'arrivée. Il y a un petit mur de quelques dizaines de mètres à 11%. Mais il est fort probable qu'au premier passage sur cette ligne, on ait un peloton complet ou une autre échappée devant, parce que là, ils ont quasiment plus d'avance, les hommes de tête. Et le voilà, ce premier passage sur la ligne, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 coureurs qui sont ressortis du peloton, parce qu'en effet, le groupe avec Weistrofer a été repris. Et là, de manière intéressante, dans ce groupe de 6 coureurs, il y a Pepijn Renderick. Et Pepijn Renderick qui va passer le premier sur la ligne et donc prendre 7 points au classement de la montagne. Et il se trouve que Pepijn Renderick, c'est le seul coureur qui peut battre Martin Ourienstad au classement de la montagne, puisque 4 des 8 ascensions de Stirling rapportent des points, 7 points à chaque fois, donc il y a 28 points à prendre au total. Et Pepijn Renderick, il a 26 points de retard sur Martin Ourienstad. Donc s'il passe en tête à chaque fois, il doublerait Martin Ourienstad. Il n'y a pas de points à l'arrivée, hein. Les 4 ascensions ont lieu pendant la course, pas à l'arrivée. Et du coup, là, il y a un petit suspense pour ce maillot du meilleur grimpeur. Ce serait assez cruel de le perdre pour Martin Ourienstad, qui a été devant tous les jours, sauf aujourd'hui. On l'a pas encore vu. Mais attention à Pepijn Renderick. Il faudrait qu'il fasse une sacrée course, mais là, il a bien joué le coup. Et le peloton est de nouveau groupé. C'est vraiment mouvementé. D'ailleurs, Pepijn Renderick, là, qui remet une attaque, il a envie d'être devant, du coup. Il se dit que s'il est dans l'échappée, il pourrait très bien aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Mais ça suit, hein. Le peloton en file indienne. On est parti depuis 22-23 km, toujours pas d'échappée faite et un rythme très intense. Un nouveau trio qui a réussi à s'isoler, où on retrouve encore Robert Stannard. Cette fois-ci, il est accompagné de Pascal Enkorn pour la Soudal Quick-Step et de Luc Plapp pour la Jayco Alula. Mais l'écart est encore infime, seulement 20 secondes. Et il y a encore des contre-attaques là, avec le français de la Picnic Postenel, Henri-François Renard-Aquin. Monsieur, qui tente de sortir. Et il n'est pas le seul. Ouais, alors, il y a encore d'autres attaques. 140 km de l'arrivée. Situation bien loin d'être figée pour l'instant. Une belle étape, beau début d'étape, avec enfin de la bataille pour l'échappée, ce qu'on n'avait pas vraiment vu depuis le début de ce Tour d'Under. C'était toujours fait assez rapidement. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas trop qui va gérer dans le peloton, si ça va aller au sprint ou non. Et donc, c'est un jour où les baroudeurs ont une chance. Il semblerait que la situation se calme un peu désormais, 132 km de l'arrivée. Et on a bel et bien notre échappée de 3. Comme hier, comme avant-hier, comme lors de la première étape. 3 coureurs qui sont partis et un peloton qui gère. Et les 3 du jour, ce sont Robert Stannard, Pascal Enkorn et Luc Plapp. 2 Australiens et un Hollandais qui sont à l'avant. Ils ont 1 minute et 15 secondes d'avance sur le peloton. C'est donc pas non plus un écart grandiloquent, loin de là. Mais là, dans le peloton, il n'y a plus trop d'attaques. Ça y est, on s'est un peu calmé. Mais là, ça veut dire, si on n'a vraiment qu'une échappée de 3 coureurs, ça sera assez facile à gérer pour toutes les équipes, et surtout pour les équipes de sprinteurs. Et ça favorise plutôt, du coup, un sprint à l'arrivée, parce qu'il n'y aura pas besoin de trop se livrer dans les ascensions pour aller chercher les 3 hommes de tête. Ce qui veut dire que les sprinteurs ont plus de chances de passer les toutes petites difficultés, d'être là dans le final. Alors que s'il y en avait une échappée de 10 coureurs, il aurait fallu bien sûr rouler beaucoup plus fort dans le peloton et donc peut-être lâcher plus de sprinteurs. Pour l'instant, c'est un scénario qui penche plus vers le sprint, mais il peut encore se passer beaucoup de choses. Ah, la malchance pour Luc Plapp, là, qui a une crevaison. Oh, puis c'est long. Oh là là, que c'est long à faire le changement de roue, là, le mécano, qui manuellement, avec sa petite... je sais pas comment on appelle cet objet, je suis pas assez manuel pour ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et là, il perd au moins 1 minute. Alors l'écart avait grandi, il y a 2,45 là entre les échappés
et le peloton. Donc c'est un écart qui commence à être intéressant, mais sauf que Luc Plapp, là, il a perdu 1 minute. Donc l'effort qu'il va devoir faire pour revenir à l'avant de la course devrait être énorme. Je pense qu'il est là, désormais, il est à mi-chemin entre l'échappée et le peloton. Est-ce qu'il vaut mieux pas se relever ou alors vraiment tout donner pour revenir à l'avant? C'est compliqué. Et puis intéressant, dans le peloton, c'est la Team Emirates qui roule. Et alors pourquoi la Team Emirates roule? C'est parce que Luc Plapp, il est pas mal au classement général. Il a seulement 2,55 de retard sur Jevine, mais Pascal Encorn est encore mieux. 2 minutes 15. 2 minutes 15 de retard et donc il est pour l'instant le leader virtuel vu qu'on a 2,40 d'avance du côté de Pascal Encorn. Et là, Pascal Encorn, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a attendu Luc Plapp. On voit Pascal Encorn d'un seul coup qui était tout doucement. Mais là, il y a Pascal Encorn qui est allé au ralenti et qui est désormais avec Luc Plapp. Alors là, j'ai rien compris. Et c'est Luc Plapp qui mène Pascal Encorn. Et Robert Stannard, du coup, il est tout seul devant maintenant? Bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Et si Robert Stannard, il est tout seul devant, mais il va aussi mollo. Ils se sont attendus. Voilà. Ils ont bien compris aussi devant que déjà 3 c'est compliqué, mais alors à 2, sans un Luc Plapp qui était un très très bon coureur, très très bon rouleur, ça allait être impossible. Et du coup, ils l'ont attendu. Alors pas tout en fait en même temps, ça c'est assez étonnant, mais voilà. Ça va se regrouper. On aura donc de nouveau 3 coureurs à l'avant et un peloton mené par la Team Emirates qui protège le maillot de leader de Jevine par rapport à Pascal Encorn, le mieux classé de ses échappées. On arrive au premier sprint intermédiaire. Il y en aura 2, il y a 3 secondes à prendre. Assez logiquement, ça devrait être Pascal Encorn qui passe en tête, prendre les 3 secondes, même si pour l'instant c'est... Non, c'est bien Pascal Encorn qui mène. Ils ont un maillot, la Slow Quick Step, qui est désormais un petit peu vert, tout comme la Bahrain Victorious. Et je pense qu'ils ne se sont pas montré leur design avant, la Quick Step et la Bahrain Victorious, parce que leur nouveau maillot, c'est les mêmes couleurs, ça se ressemble terriblement. C'est bien Pascal Encorn qui passe en tête, qui prend 3 secondes. Il n'a donc plus que 2 minutes et 12 secondes de retard au classement général sur Jevine. Et l'écart avec le peloton est indiqué à 2 minutes et 13 secondes. Donc pour une petite seconde, il est le leader virtuel de ce classement général. Mais ça sera bien sûr trop compliqué, a priori, bien sûr, pour renverser Jevine. La Team Emirates est très vigilante et roule à l'arrière. On est à 124 km désormais de l'arrivée. Il reste encore beaucoup de chemin et beaucoup de tours de ce circuit à faire. 3e passage sur la ligne d'arrivée. Et là, il y aura des petits points de la montagne à prendre. Mais les 3 coureurs qui sont dans l'échappée ne vont pas s'en soucier. C'est Luc Plapp qui passe en tête là devant. Robert Stannard et Pascal Encorn. Pepijn Renderick, il n'est pas là. Pepijn Renderick, ce qui veut dire qu'il ne va pas prendre de points. Et donc officiellement, Martin Rouyenstad ne peut plus être rattrapé au classement de la montagne. Il aura donc juste à terminer l'étape et il remportera ce maillot de meilleur grimpeur. C'est le premier maillot qui est officiellement sur les épaules de quelqu'un. Pour le maillot de meilleur sprinter, Tobias Lundgren, il a 20 points d'avance sur Sam Welsford, le seul coureur qui peut le rattraper. Et il y a 30 points pour le vainqueur, 25 points pour le second. Donc attention, si jamais Welsford faisait une grosse performance, premier ou deuxième, et que Lundgren ne prenait pas de points, il pourrait se faire chipper ce maillot. Pour le maillot de leader, évidemment, il n'y a pas trop de suspense, on ne voit pas trop de Jevine le perdre. Par contre, il y a aussi du suspense pour le maillot de meilleur jeune. Seulement 3 secondes d'écart entre Andrea Raccani et Michael Lennard. On verra donc à la fin s'il y a des petites cassures et si ces 2 coureurs vont réussir à se distancer. L'écart qui a en tout cas diminué. Plus que 1 minute et 25 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. Ils ne sont pourtant poursuivis que par un seul homme, Juan Sebastián Molano, le sprinter de la... Alors que, tiens, Martin Rouyenstad, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il y a un petit point pour celui qui passe en 4e position. Et du coup, Martin Rouyenstad, il va aller se placer en tête du peloton et prendre ce petit point, alors qu'il n'en a pas spécialement besoin. Mais voilà, pour honorer ce maillot, il n'a peut-être pas non plus fait tous les calculs dans sa tête, il n'est pas sûr. Du coup, il va aller chercher ce point, mais il n'en a pas besoin. C'était déjà mathématiquement fait. Mais donc, je disais, voilà, Molano, qui est le seul à rouler. C'est d'ailleurs assez étonnant quand même que la Team Emirates se charge comme ça autant de la poursuite. En plus, en condamnant son sprinter à ne pas aller sprinter si jamais ça finit en sprint, parce que là, Molano, il s'épuise tout seul. Derrière lui, il a toute l'équipe de la Team Visma Lease the Bike, mais elle ne passe pas un relais. Il n'y a que Molano qui gère, alors que l'écart est désormais plus du tout inquiétant pour Jevine. Molano continue son travail. Et puis, tiens, Martin Rouyenstad, c'est sympa. Il fait un petit signe à la foule en passant au sommet. Il peut presque déjà célébrer. Il n'a plus qu'à finir la course et il aura remporté son maillot. Tiens, on a un coureur là qui tente un coup, qui tente de partir en contre
Alors, il y a quand même 1 minute 30 à boucher tout seul, ça va pas être facile, mais il s'est dit que le rythme mené par Molano était quand même assez tranquille et que l'écart était bouchable à lui tout seul. Ça va être dur. C'est un cours de la Movistar, Pavel Novak, le Tchèque, un jeune coureur assez prometteur, Pavel Novak. Et voilà, c'est la première fois un petit peu qu'on le voit à l'action. C'est un peu à contre-temps quand même. S'il arrive à revenir sur les 3 hommes de tête, ce serait quand même assez impressionnant. On est à tout pile 100 km de l'arrivée. Et donc Pavel Novak, qui s'est un peu chauffé, qui est sorti du peloton là et qui va tenter de revenir sur les 3 hommes de tête. Mais il a donc 1 minute et 30 secondes à boucher. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Le kangourou au milieu des coureurs. Mais c'est pas possible. Et Jevain a été pris. Jevain a été pris par ce kangourou. Alors là, faut qu'on revoie là, parce qu'on a juste vu l'image de fin avec un kangourou. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, un kangourou qui était au milieu des coureurs, qui est parti bien sûr complètement affolé. Il y avait des coureurs à terre. Bon, Jevain il est déjà sur son vélo, il est reparti. Il y a un autre coureur de la Team Emirates par contre qui est pas reparti. Il est attendu là, Jevain par Ivo Oliveira. Mais attendez, on va revoir ce qui s'est passé. Il est où le kangourou là? Ah ouais, c'était en plus au tout début du peloton. Il a dû se faire rentrer dedans en plus le kangourou. C'est une image impressionnante. Il est complètement paniqué, bien sûr, le kangourou. Il a du mal à repartir, mais bon, je pense que ça va aller pour lui. Est-ce que ça va aller aussi pour les coureurs? Mais alors là, c'est une dinguerie. Le kangourou qui s'est retrouvé au milieu de la route et ce sont les premiers rangs du peloton qui sont tombés. Incroyable. Incroyable cette image. J'espère que ça va aller pour tout le monde et pour le kangourou aussi. Bah ça, moi, j'avais jamais vu. Alors, je me rappelle que l'an dernier, il y avait une chèvre qui avait attaqué Diane Smith. Je me rappelle plus sur quelle course c'était. Et ben là, c'est le kangourou. Alors que Jevain, il change de vélo là, avec son équipier Oliveira, mais ça a l'air d'aller. Pour Jevain, j'ai l'impression que physiquement ça va, c'est plus son vélo qui a pris. Mais par contre, il y avait, je crois bien, Michael Biag qui lui est resté à terre. C'est peut-être lui qui, le premier, comme qu'il est rentré dans le kangourou. Incroyable. Et et pendant ce temps, incroyable aussi, Pavel Novak, waouh, en 5 km, puisqu'on est maintenant à 94 km de l'arrivée, et en 5 km, il a réussi à revenir sur les 3 hommes de tête, la preuve que ça roulait pas à fond. Ça roulait pas à fond ni devant ni derrière, et c'est pour ça que Pavel Novak s'est dit attends, mais là ça roule tellement pas vite, je peux la boucher la minute 30, et il l'a fait. On a donc 4 coureurs devant avec Robert Stannard, Pavel Novak, Pascal Encorn et Luc Plapp. Et derrière, en plus, on a le peloton qui forcément est un petit peu désorganisé là par ce mouvement. En plus, le leader du classement général et à l'arrière a été ralenti par cet événement improbable. Donc, on va probablement aussi l'attendre. Il y a Martin Hunielstad aussi, qui a été pris dans cette chute, ce ralentissement. Heureusement, ça va aussi pour lui. Ça aurait été bête qu'il se fasse mal et abandonne là-dessus. Mais voilà, là, un moment improbable, comme on en voit rarement, le kangourou en plein milieu du peloton et qui a fait tomber quelques coureurs et on a ralenti pas mal. Folie totale. On arrive à mi-course, 4e passage sur la ligne pour les 4 hommes de tête donc désormais. Et eux, c'est les grands gagnants du Kangaroo Incident, puisque l'écart est désormais de 3 minutes 50. Alors qu'ils avaient 1 minute 10 au moment de l'attaque du kangourou. Et là, ils ont 3 minutes 50 parce que le peloton complètement désorganisé. On a attendu bien sûr le retour de Jevain. C'est ce qu'on fait quand le leader du classement général est pris dans une chute. Et puis, il y a eu des victimes quand même. Il y a eu plusieurs abandons là qui nous sont annoncés. Alberto Dainese pour la Soudal Quick-Step, Lucas Stevenson pour l'équipe nationale australienne et Menno Wissing pour la Visma Leasebike ont abandonné. Et on n'a pas encore la formation, mais il est presque certain que ça va être l'abandon pour Michael Biag aussi, que l'on voyait assis sur la chaussée en se tenant le coude. C'est décidément un tour quand même qui fait mal. La Team Emirates, ils vont probablement remporter le général avec Jevain. Mais après Stagelengen et Narvaez hier, là, c'est Michael Biag à chaque fois pour des blessures qui ont l'air assez graves et qui vont prendre du temps à se remettre. Et puis, c'est passé vraiment chaud pour Jevain puisque il était juste à côté de Michael Biag tout simplement. Et donc, c'est pas passé loin quand même pour Jevain. Et puis, il y a aussi un petit peu du retour du suspense pour le classement général. Parce que y a Pascal Encorn devant qui a 2 minutes 15 de retard au classement général mais qui maintenant a près de 4 minutes d'avance dans l'étape. Et donc, Juan Sebastián Molano, il est de nouveau en tête du peloton et il se remet à rouler. Ah moi je dis ça, il est épaulé par un coureur de l'IF. Oui, on défend aussi la place sur le podium. Peut-être Dari Sweeney. C'est le 3e du classement général, il court pour l'IF. Et donc voilà, un coureur de l'IF qui vient aider Molano parce qu'on s'est dit que ça devient inquiétant quand même. 4 minutes d'un coup là. Et avec des coureurs qui sont peut-être assez frais au final parce que la facilité avec laquelle Pavel Novak est revenu, ça veut dire qu'il ne se livrait pas ni devant ni derrière.
Et du coup, voilà, on se méfie un petit peu. On est à 84 km de l'arrivée, il reste du temps pour les rattraper, mais il faut activer là un petit peu. On va faire un petit focus, on va s'intéresser à celui qui a été le plus offensif depuis le début de cette étape. Là, il était dans la première échappée, puis la seconde, et encore là, c'est Robert Stannard, très motivé pour être devant, il a réussi. Australien à domicile, évidemment, il veut se montrer. Coureur de 27 ans, qui avait commencé sa carrière du côté de la Mitchelton Scott, l'équipe nationale australienne, qui désormais est la Jayco Alula. Il a passé aussi 2 saisons à l'Alpecin de Koenig, et puis depuis 2024, il roule pour la Baragne Victorious. Robert Stannard qui n'a jamais gagné la moindre course dans sa carrière, malgré quand même de nombreuses années au plus haut niveau. Il a participé à 4 grands tours, 3 fois la Vuelta et 1 fois le Tour de France. Une 5e place sur une étape en 2020 comme meilleur résultat. Au classement général, toujours loin, 76e au mieux. Et puis on l'a plus vu par contre sur les monuments, 14 fois. 2 fois Paris-Roubaix, 5 fois Milan-San Remo, 2 fois le Tour des Flandres, 3 fois le Tour de Lombardie et 2 fois Liège-Bastogne-Liège. Une 17e place sur Liège-Bastogne-Liège en 2022 comme meilleur résultat pour Robert Stannard. Coureur, un puncher plutôt, Stannard, mais qui a en général un rôle d'équipier dans toutes les équipes où il est passé et qui est encore à la recherche de son premier succès dans sa carrière. Si jamais il l'obtenait ici, à domicile en Australie et sur une course World Tour en plus, ce serait incroyable. Mais pourquoi pas donc, parce que les échappés ont désormais une belle avance, largement le plus grand écart qu'on ait vu sur ce Tour Down Under entre une échappée et le peloton. Et peut-être alors que ce kangourou a changé un petit peu le destin de ce Tour Down Under. On va voir ça en tout cas. Ils peuvent y croire un petit peu devant et derrière, voilà, le coureur de l'IF s'est mis à rouler et il est possible que d'autres équipes viennent le rejoindre parce qu'à la fois pour la victoire d'étape et pour le classement général, on ne peut pas laisser ces échappés s'envoler. Il faut les rattraper. Et un 5e passage sur la ligne pour les 4 hommes de tête. C'est Luc Plapp qui mène. Il y a des petits points de la montagne à prendre, mais encore une fois, ça n'aura plus d'importance puisque ce maillot est solidement accroché sur les épaules de Martin Rouyenstad qui a juste à éviter tous les kangourous qui restent en Australie et il pourra aller remporter ce maillot. Les 4 coureurs qui passent, ils ont 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton qui a passé la seconde avec d'autres équipes qui sont venues travailler, notamment la Decathlon qui est venue bosser. Alors, ça veut dire qu'on a foi en Tobias Lund Andresen et on se dit que ça va bel et bien finir au sprint au final, cette étape. Mais voilà, la Team Emirates qui peut enfin compter sur des soutiens des équipes de sprinteurs. Il reste encore 63 km. Des coureurs vont peut-être tenter des coups. Mais pour l'instant, on est sur un scénario classique d'étape au sprint. On verra si ça sera comme ça jusqu'à la fin. Ou si, de manière assez formidable, les échappés, et notamment, je pense à Pavel Novak. Il a rejoint cette échappée sur le tard, assez facilement. Je le vois bien se lancer dans un raid solitaire à la toute fin et tenter de résister au peloton. Good morning, Crust. It's a great day to be a bread brother. Ugh, mornings are not my jam. Or jelly. Oh, come on. Stop loafing around. I just woke up feeling hollow inside. Psst, just grab one of the new Morning Uncrustables sandwiches, like Bright-Eyed Berry or Up and Apple, filled with 12 grams of protein and tons of deliciousness. Crust, what are you eating? It's just granola, not even yogurt. No crust, no fuss. Uncrust your mornings. Le dernier sprint intermédiaire de ce Tour Down Under sera pour les échappés. Et ça va être le mieux classé des échappés au classement général qui va passer en tête une nouvelle fois. Pascal Encorn qui prend 3 secondes. Il devance Pavel Novak, Robert Stannard et Luc Plapp. Les 4 coureurs qui travaillent bien ensemble mais qui perdent du temps très régulièrement. Ils n'ont plus que 1 minute et 12 secondes d'avance alors qu'on est encore à 39 km de l'arrivée. Elles sont bien loin. Les 4 minutes qu'ils avaient il y a encore quelques dizaines de kilomètres. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui les poursuit au final. Il n'y a que 2 équipes. L'IF avec un seul coureur, Max Walker, qui roule. Et puis la Decathlon CMA-CGM avec là aussi un seul coureur, Callum Scottson, qui travaille étonnamment la Visma Lease the Bike, qui est aux avant-postes depuis le début. Ils sont 6 coureurs de la Visma Lease the Bike, mais ils sont toujours derrière le coureur qui travaille et eux ne sont jamais au turbin. Mais par contre, ils sont toujours l'équipe là, en tête du peloton, juste derrière le coureur qui prend tout le vent. Et il faut dire que les Visma Lease the Bike, ils se sont ratés pour l'instant. Mathieu Brennan, très loin d'une victoire sur ce Tour Down Under. On attendait beaucoup mieux et donc aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Et donc, ils ne se fatiguent pas, mais ils restent aux avant-postes. Et ils vont tout donner pour que Mathieu Brennan soit là dans le final et aille chercher la victoire. De toute façon, plus les kilomètres passent et plus on se rapproche d'un sprint massif. Malgré l'enchaînement des petites bosses, le peloton est toujours au complet à part les échappés. Notez 2 coureurs de moins, 2 équipiers de moins donc pour
pour Jevine avec Michael Birg qui a bel et bien abandonné suite à la chute et sa malencontreuse rencontre avec un marsupial. Et puis, Juan Sebastian Molano a aussi abandonné. Lui, c'est parce que, pareil, fatigue, évidemment. Il a passé la moitié de l'étape tout seul à rouler et il n'avait plus rien dans les chaussettes. Il abandonne aussi. Et donc, il n'y a plus que 2 équipiers pour Jevine. Adam Yates et Ivo Oliveira, c'est tout. C'est quand même pas beaucoup. Heureusement qu'il a 1 minute d'avance, Jevine, et qu'il n'a pas trop de soucis à se faire quand même au classement général, parce que sinon, il n'y avait pas beaucoup de soutien pour l'aider. Ça commence à lâcher. Dans les échappées, ça lâche pour Luke Plapp. Il est le premier là à être distancé. Il se ravitaille du coup avec plein de bidons, des gels. Il va les donner à ses équipiers qui sont dans le peloton quand il se fera rattraper. Ah, ça lâche aussi pour Pavel Novak. Ah, je pensais que ça serait lui le dernier résistant. Mais non, là, Pavel Novak vient de prendre un petit écart. Et il n'y a plus que Pascal Encorn donc, et Robert Stannard qui roulent. Mais l'écart est devenu plus que restreint. 43 secondes. On est à 31 km de l'arrivée. Et c'est peine perdue pour les échappés. Aucune échappée ne sera allée au bout dans ce Tour Down Under, comme c'est bien souvent le cas d'ailleurs. Dans ce tour qui est plus pour sprinter, il n'y a pas assez de grandes difficultés. Elle est dure, la vie de baroudeur, la vie d'échappé. Alors que, tiens, c'est qui ce coureur de l'XDC Astana Team là, qui vient de sortir du peloton. Et il est vraiment sorti avec une belle intention là. Il appuie fort sur les pédales. Tente un coup pour l'XDC Astana Team. Darren Van Beckum, un Hollandais, qui est sorti et qui tente un véritable coup de poker à 30 km de l'arrivée. Je connaissais le coup du kilomètre, le coup du 30 km, je ne le connaissais pas. Et bien là, il est tenté par Darren Van Beckum. Allez, ça n'a pas marché pour Danny Van Beckum qui est repris là en même temps que Luke Plapp et que Pavel Novak qui l'avait récupéré sur la route. Et juste au moment où il est repris, il y a un autre coureur qui tente de partir en contre. C'est Chris Harper qui roule pour l'équipe nationale australienne, l'ancien coureur de la Jayco Alula, qui désormais roule pour la Pinarello Q36.5, mais comme la Q36.5 n'a pas été invité sur ce Tour Down Under, il peut venir en tant que coureur de l'équipe nationale australienne. Donc lui, c'est pas un petit coureur de 3e division, c'est un très bon coureur. Chris Harper, on l'avait pas encore vu sur ce Tour Down Under. Là, il tente le coup à 24 km de l'arrivée de sortir, mais ça va être très très compliqué étant donné le nombre d'équipes de sprinteurs qui veulent que cette étape se termine dans un sprint massif. Il est sorti. Devant, on a toujours Pascal Encorn et Robert Stannard qui ont 30 secondes d'avance sur le peloton. On va monter pour l'avant-dernière fois la montée de Stirling, passer sur la ligne d'arrivée. Et puis ce sera le dernier tour de cette dernière étape. Allez, on va arriver au sommet pour l'avant-dernière fois donc. Et tiens, ça s'anime dans le peloton. Après la taille de Chris Harper, là c'est Santiago Buitrago qui tente de sortir. Mais alors, le peloton est juste derrière. Forcément, il va revenir sur son équipier, Robert Stannard, qui est devant, mais il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes entre les échappés et le peloton. Allez, c'est Buitrago qui aura l'honneur de passer en tête et de prendre les 7 derniers points qu'il y avait à prendre là au sommet de cette difficulté. Le dernier point du classement de la montagne. Plus qu'un seul tour, 21 km de l'arrivée. On a quelques coureurs qui ont été distancés là, parce que Buitrago et la Bahrain Victorious, ils ont fait monter le peloton à fond. Et il y a un autre coureur qui a attaqué là pour la Movistar, Jefferson Cepeda. Là, on a plus des profils de grimpeurs. Buitrago, Cepeda. Ils ont profité de ces petits pourcentages pour tenter de s'échapper et surtout de fatiguer le peloton en espérant que quelques sprinteurs lâchent. Et avec Cepeda qui fait un très beau boulot, qui revient sur Santiago Buitrago et sur Robert Stannard qui il devrait être là pour travailler pour Buitrago, mais il peut pas. Il essaie de suivre dans sa roue, mais c'est très compliqué. Mais il y a d'autres coureurs encore qui reviennent de l'arrière. Comme un coureur de la Groupama FDJ et un autre coureur de la Movistar aussi. Et c'est Javier Romo aussi qui est là. Javier Romo qui a réussi à revenir. Et avec... non, c'est un coureur de l'Alpecin Première Tech qui est là. Gal Glivar. Et d'un seul coup, on a une toute nouvelle échappée. 5 coureurs. Gal Glivar, Santiago Buitrago, Robert Stannard, Javier Romo et Jefferson Cepeda. 2 Movistar, 2 Bahrain Victorious et un Alpecin. Mais bon, évidemment, l'écart avec le peloton est minime. Mais il a regrandi. Il n'y avait que 10 secondes. Et là, ils ont repris... Allez, ils ont 20 secondes d'avance. Ça peut être intéressant. Avec Robert Stannard qui est de nouveau en tête de ce groupe et qui donne... tout ce qu'il a, les dernières réserves qu'il a pour travailler pour Buitrago. Et puis ensuite, on suppose que Cepeda va faire de même pour Javier Romo. C'est un mouvement intéressant. Ça y est, voilà, Rob Stannard, c'est terminé. Il va plus pouvoir... non, c'est fini pour Robert Stannard. Et voilà, Cepeda qui prend la tête et qui va travailler, tenter de creuser un petit peu l'écart. C'est intéressant et c'est sûr que ça va faire du mal dans le peloton pour les grosses cuisses des sprinteurs ou des poissons pilotes, des lanceurs qui vont être distancés
et qui n'auront pas le temps de revenir parce que là, le rythme va être intense jusqu'à la fin si on veut rattraper ces 4 nouveaux coureurs d'un seul coup qui viennent de sortir et qui forment la nouvelle échappée Cepeda, Romo, Buitrago et Glivard. La banderole des 10 km de l'arrivée désormais pour les 4 hommes de tête qui ont réussi à prendre un tout petit peu d'avance, 32 secondes d'avance exactement pour ces 4 coureurs. Et derrière, ce ne sont pas les équipes de sprinteurs qui roulent, mais plutôt les équipes qui ont des coureurs bien classés au classement général, à savoir la Jayco Alula de Mauro Schmidt, 2e, l'IF d'Harry Sweeney, 3e, et la Tudor de Marco Brenner, 4e. On a aussi vu un tout petit peu Adam Yates travailler pour la Team Emirates. Le problème, c'est que la Team Emirates, ils sont que 2, donc il faut quand même garder quelqu'un aussi à côté de Jevine. Donc ce sont plutôt l'équipe de ces premiers poursuivants qui travaillent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coureurs bien classés au classement général. Javier Romo est le mieux classé, il est 12e à 1,28. Jefferson Cepeda est 14e au classement général à 1,30. Gal Glivard et Santiago Buitrago sont un peu plus loin, 25 et 26e à 2 minutes 4 et 2 minutes 6. Donc voilà, les places sur le podium sont en danger pour les coureurs qui sont juste derrière Jevine au classement général. Et donc ça roule. On essaie de revenir, mais pour l'instant, il y a plutôt avantage aux échappés qui gagnent seconde par seconde très progressivement. Mais on va voir si les équipes de sprinteurs vont venir à se mettre à rouler quand même. Parce qu'il y en a encore. Matthew Brennan est encore là. Ethan Vernon est encore là. Mais voilà, les jambes seront lourdes. Le peloton qui a perdu quand même pas mal d'éléments désormais. Le scénario est encore incertain. 3 km 600, plus que 16 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête parce que de manière étonnante, Javier Romo a lâché. Je pensais que Cepeda travaillerait pour Romo. C'est pas le cas puisqu'il a lâché. Il n'y a plus que Cepeda devant avec Buitrago et Gal Glivard. Dans le peloton, c'est décousu. Il y a plusieurs équipes qui tentent de travailler, quelques coureurs, mais il n'y a pas vraiment de poursuite très organisée. On dit ça revient et là désormais c'est Adam Yates qui a repris les choses en main pour la Team Emirates de manière étonnante parce que il a Vine là, dans sa roue en 2e position. Est-ce que Jevine va tenter dans les petits pourcentages quand même de faire la différence? Un peloton qui est plus de quoi? Peut-être 60, 70 coureurs. Et il est remplacé là, Adam Yates. Ouais, il en peut plus là, Adam Yates, il a fait un geste à Jevine pour lui dire allez là, tu te débrouilles tout seul maintenant. Luc Lamperti là, qui prend la tête du peloton. Ça veut dire qu'il va pas faire le sprint. On se bat pour défendre la place sur le podium d'Harry Sweeney. Et là, il n'y a plus personne. Du coup, c'est Jevine qui se retrouve en tête. C'est quand même pas Jevine qui va rouler lui-même. Allez, non, il y a la Lidl Trek. La Lidl Trek qui vient rouler. Est-ce que Tim Tottenberg est encore là? Je suis pas sûr. Il y a Jacopo Mosca qui est un peu un sprinter qui pourrait peut-être faire ce sprint. Tobias Lund Andresen, tiens, que l'on voit lui, est toujours là. On a le duo Laurens Pitty, Finn Fisher Black pour la Red Bull Boransro bien placé. Ah, et la Visma Leaseback, ça y est, qui jaillit. 2 km de l'arrivée. 2 équipiers pour Matthew Brennan. Et ces 3 coureurs qui sont les 3 premiers d'un seul coup du peloton. Il faudra rattraper d'abord Buitrago et Cepeda. Et le fait que ce soit en ascension, ça avantage un coureur comme Buitrago par rapport aux sprinteurs qui sont derrière. Et l'écart qui est vraiment infime. On annonce plus que 5 secondes. La Visma Leaseback vraiment bien placée avec 3 coureurs en tête. Et la Decathlon encore pas mal, hein, avec Nicolas Prodhomme qui est encore là pour tenter de lancer Lund Andresen. Allez, on passe le kilomètre, la flamme rouge. C'est vraiment Brennan là qui est le mieux. Hein. Il a 2 équipiers devant lui. Attention quand même au duo aussi Finn Fisher Black, Laurens Pitty qui pourrait être intéressant. Ils sont en train de revenir. Ils vont les reprendre là, les trios. Malgré le bel effort là de Santiago Buitrago, ils vont être repris. Et ça va bien être un sprint, mais ouais, il n'y a plus que 30 coureurs là. Hein. Il n'y a plus que 30 coureurs. Ça va être un sprint à l'arrache. Hein. Vraiment à l'arrache. Allez, qui on a encore comme sprinter potentiel? Samuel Watson pour Ineos, c'est là. Pas Wellsford. Hein. Watson, mené par Kwiatkowski. On a 2 coureurs pour l'Uno-X. Andreas Kron doit très certainement être encore là. Pour l'instant, c'est un coureur de la Visma Leaseback qui mène devant Kwiatkowski. Brennan en 3e position. Derrière, c'est Finn Fisher Black. Avec Tobias Lund Andresen en 5e position. Kron dans la roue de Lund Andresen. Samuel Watson dans la roue de Kron. Ça va se jouer entre ceux-là. Ouais, il n'y a plus grand monde. Hein. C'est pas un peloton. Et c'est parti. Avec Brady Gilmore pour la NSN qui est le premier à lancer de très loin. Il a surpris tout le monde. Matthew Brennan qui prend sa roue. Finn Fisher Black en 3e position. Tobias Lund Andresen en 4e. Brennan qui est en train de rattraper Gilmore. Ça va être la victoire pour Matthew Brennan. Attention à Lund Andresen qui revient et Finn Fisher Black, mais non. Ça y est, il l'a fait. Il l'a fait, Matthew Brennan. Il va aller la chercher, cette victoire, pour la Visma Leaseback. Après un tour assez frustrant pour lui,
Il a bien joué, même si on a bien cru que Brady Gilmore, là, qui a attaqué de loin, allait chercher la victoire surprise, une deuxième victoire consécutive pour la NSN. Il a réussi à prendre la roue du jeune Britannique, l'autre jeune Britannique, Matthew Brennan. Et ensuite, il l'a dépassé dans le virage. Et ensuite, il y avait Finn Fisher-Black, Lou Andresen, qui revenaient bien, mais qui vont faire 2 et 3. Et Gilmore qui doit faire la 4e place. Et puis, bien sûr, Jevine était là dans ce groupe. Et sans trop de soucis pour lui, beaucoup de soucis pour tous ses équipiers. Et son équipe, lui, il va remporter pour la 2e fois de sa carrière le Tour Down Under. Allez, on revoit ce ralenti avec Matthew Brennan qui est en fait lancé par Michel Kwiatkowski qui n'avait pas du tout Samuel Watson dans sa roue. Et c'est ce moment-là où Kwiatkowski se retourne pour voir Watson que choisit Gilmore de lancer. Brennan qui arrive à choper sa roue au bon moment, hein, parce que s'il perdait encore 1 mètre, Gilmore il allait jusqu'au bout. Mais il revient, Finn Fisher-Black dans la roue de Matthew Brennan, Lou Andresen dans la roue de Finn Fisher-Black. Et ces 2 coureurs, ils vont dépasser aussi Gilmore, mais à aucun moment, ils ne peuvent dépasser Matthew Brennan. La révélation de l'an passé, qui confirme dès la première course par étape de la saison en remportant son étape, son sprint aujourd'hui sur le Tour Down Under. 12 victoires l'an passé pour Matthew Brennan pour ce qui était sa première saison professionnelle. 12 victoires, dont 4 au niveau World Tour. 2 sur le Tour de Catalogne et puis 1 sur le Tour de Romandie et sur le Tour de Pologne. Et ben, il attaque cette saison de bien belle manière pour tenter de faire mieux, avec une première victoire dès le mois de janvier sur le Tour Down Under pour Matthew Brennan, seulement 20 ans, et dont on va entendre parler pendant la prochaine décennie, tout simplement. Matthew Brennan, ce n'est que le début. Lui qui avait fait 2e lors de la première étape, devancé par Tobias Lund Andresen, et ben cette fois-ci, il vient chercher la victoire, et il devance Finn Fisher-Black, le néo-zélandais de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui n'est pourtant pas normalement un sprinter, hein. Plus un puncher, coureur de classement général, qui prend quand même la 2e place devant Tobias Lund Andresen, qui lui aurait été là sur tous les sprints, hein. 1er, 2e et 3e. Voilà les classements de Tobias Lund Andresen aujourd'hui. Le top 10 avec Brady Gilmore, qui est parti trop tôt, hein. Il est parti trop tôt, c'était un bon coup tenté, mais finit finalement 4e comme hier. Suivent Simone Velasco pour l'XDI Astana Team, Patrick Eddy pour l'équipe nationale australienne. Samuel Watson vient prendre la 7e place devant Eduardo Zambadini pour la Bahreïn, Nathanael Testacion pour la Movistar et Andrea Baggioli pour la Lidl Trek. Un groupe de 29 coureurs qui est arrivé ensemble. Au final, on a donc des coureurs qui ont perdu du temps, comme par exemple Adam Yates qui a beaucoup travaillé, qui termine à 47 secondes. Nicolas Prodhomme, lâché dans le final, perd 1 minute et 8 secondes, lui qui était le Français le mieux classé au classement général. On a Michael Lennard qui a craqué aussi, il perd 2 minutes et 11 secondes. Et du coup, Andrea Raccani va largement remporter au final le maillot de 2 meilleurs jeunes. Ça a lâché aussi pour Javier Romo là, qui a tenté son coup en partant en contre. Il le paye cher, il termine à 4 minutes 39 secondes et va chuter au classement général. Lui qui avait terminé 2e de ce Tour Down Under l'an passé. Et puis le dernier du jour, c'est aussi un coureur qui a tenté de prendre l'échappée, ou plutôt qui a pris l'échappée. L'Australien Luke Plapp termine à 10 minutes et 39 secondes du vainqueur. Et puis beaucoup d'abandon quand même aujourd'hui à cause de ce fameux kangourou. Alors écoutez, je suis jamais allé en Australie, mais je connais pas mal d'Australiens qui m'ont déjà dit que les kangourous, c'est dangereux. On pense que c'est les serpents ou les requins, les animaux dont il faut se méfier en Australie, mais c'est des kangourous. Et on en a eu la preuve aujourd'hui, parce que là, il a fait un strike, le kangourou. Il a mis plusieurs coureurs à terre. Alberto Dainese, Menno Wissing, Lucas Stevenson et Michael Bjerg notamment. Mais il y a eu aussi d'autres abandons pour cause autre que kangourou. La fatigue, la chaleur. Juan Sebastian Molano, Titou Enfontaine pour la Groupama, Casper Van Hunden pour la Picnic Post-NL, Stan Friedheim pour l'Uno-X, Albert Torres pour la Movistar, Max Walker pour l'IF et Michael Zaliad pour la Tudor. Voilà tous les coureurs qui ont abandonné lors de cette dernière étape et qui ne seront donc pas classés sur le Tour Down Under, alors que Michael Gogel, lui, était non partant aujourd'hui, l'Autrichien de l'Alpecin, et pour lui aussi, ça sera un Tour Down Under non fini. Il a été fini par contre par Jevine, même s'il a eu chaud, il a dû passer vraiment pas loin de se faire lui aussi foncer dedans par le kangourou, mais il a évité le pire et il va s'imposer, remporter le Tour Down Under pour la 2e fois de sa carrière. C'est sa 14e victoire au total dans sa carrière. Lui qui compte pas mal de victoires sur des courses World Tour et notamment sur la Vuelta où il a remporté 4 étapes. Du niveau des classements généraux, il n'en a remporté que 2 à chaque fois. Le Tour Down Under, c'était en 2023 et donc cette année en 2026. Il devance au final, il n'y a eu pas de changement. Dans les premières places, Maro Schmidt qui vient prendre la 2e place à 1,03 de Jevine.
c'est des coureurs qu'on n'attendait pas quand même. Là, sur ce podium, Harry Sweeney pour l'IF Education Easy Post qui fait 3e à 1,12. Marco Brenner pour la Tudor, 4e. Andreas Kron pour Uno-X Mobility, 5e. Vraiment là, aucun de ces coureurs, je les avais personnellement cités comme potentiels concurrents pour le podium. Andrea Raccani pour la Soudal Quick-Step vient prendre la 6e place. Anton Charming pour l'Uno-X termine 7e. Donc des Uno-X aux 5 et 7e place. Filippo Zana pour la Soudal Quick-Step termine 8e. Matteo Sobrero pour la Lidl Trek 9e. Et puis Ben O'Connor pour la team Jaiko Alula vient prendre la 10e place. Voilà un coureur que j'avais cité comme potentiel vainqueur, mais il ne finit que 10e. On a donc pas mal de déceptions. Santiago Buitrago seulement 22e. Adam Yates 23e. Nicolas Prodhomme, premier français, termine 24e. Finn Fischer-Black, 3e l'an passé, termine cette année seulement 25e. Guillaume Martin termine 27e. Michael Lennard, qui a donc craqué sur cette dernière étape, finit finalement 35e. Javier Romo, 2e l'an passé, termine cette année 49e. Donc voilà, c'est pas du tout la même histoire. Jack Haig, seulement 59e. George Bennett, absent des débats, 66e à plus de 10 minutes. Il y en aura eu donc des surprises et des déceptions sur ce Tour Down Under. Il faut dire que c'est le premier tour de l'année. Tous les coureurs n'ont pas forcément le même niveau de forme et de préparation. Et ça donne comme ça des coureurs surprises et des coureurs que l'on attendait qui ne sont pas au niveau. 114 coureurs sur 140 ont fini ce tour. Le dernier, c'est Maurice Ballerstedt, l'Allemand de l'Alpecin Première Tech, qui termine donc 114e du classement général à 34 minutes et 54 secondes du grand vainqueur Jevine. Les autres classements, très logiquement, grâce à sa régularité, Tobias Lund Andresen remporte le maillot de meilleur sprinter, le classement par points. Il devance Matthew Brennan et Sam Welsford, les deux vainqueurs d'étape. Au classement de la montagne, Martin Urienstad, qui aura été 4 jours sur 5 dans l'échappée, là aussi s'impose très logiquement. Il devance Pepin Renderick et Luc Plapp dans ce classement de la montagne. Et puis au classement du meilleur jeune, Andrea Raccani s'impose finalement assez facilement avec 2 minutes 14 d'avance sur Michael Lennard et 4 minutes 39 sur Oliver Piss, le coureur de la Picnic Postenel, qui finit 3e de ce classement. Et ben voilà, c'était la première course de l'année, c'était la course de reprise, aussi bien pour le peloton que pour moi-même et pour 100% cyclisme. Et désormais, ça va s'enchaîner. Allez, pas tout à fait. On commence progressivement. La prochaine course, c'est dans une semaine. C'est la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race. Bon, c'est pas le nom le plus court de l'histoire, mais c'est la classique qui a lieu ici, en Australie. L'an passé, elle avait été remportée par Maro Schmidt, le Suisse, qui termine 2e de ce Tour Down Under et qui est donc en grande forme et qu'il faudra très certainement surveiller sur cette course parce que la start list, ça sera à peu près la même que sur ce Tour Down Under. Forcément, il n'y a pas des coureurs qui vont venir uniquement pour faire cette course d'un jour, sauf ceux qui vont devoir venir pour remplacer les blessés, notamment du côté de la Team Emirates. Ça va falloir faire venir au moins 3 coureurs pour pouvoir participer à cette course. Il y en a donc qui vont faire beaucoup d'avions pour un seul jour de course, mais à part cela, on devrait retrouver à peu près les mêmes coureurs que sur ce Tour Down Under. Sur cette classique toujours très indécise, plein de scénarios possibles, ça sera très intéressant à suivre. Ça sera dimanche prochain sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.